Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Blanchet-Gravel. Plusieurs sujets, comme d'habitude, de Libre Média, mais évidemment, qui de mieux que Jérôme pour nous parler des élections au Mexique? Hey, vive les Latinas! Ben oui, Jérôme, on se retrouve après quelques semaines d'absence quand même, parce que pendant mes vacances, on t'a donné un petit break aussi. Donc, il s'est passé quand même pas mal d'affaires avec Libre Média. Mais première affaire, je dirais, c'est peut-être revenir brièvement sur comment ça s'est déroulé, puis ton appréciation de la chose. Ça a été la conférence de lundi avec le prof Caron. Bon, la discussion, c'était pas mal salle comble. Yann et moi, on était là. Il y avait beaucoup d'auditeurs qui étaient là. Tu as pris la parole. Jean-François aussi, notamment pour son dernier livre. Donc, est-ce que c'est le genre d'expérience que vous voulez renouveler de plus en plus? Parce qu'on sent que, tu sais, il y a un appétit pour des choses comme on dit dans un mot absolument dégueulasse qui est inventé depuis la pandémie, là, en présentiel. Donc, les gens, en fait, souffrent. Il y a beaucoup de gens qui, tu sais, sont un peu. On n'a jamais été au travers d'autant de gens, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude parce que, bon, vivent seuls et autres. Puis je pense faire des événements, rencontrer des gens, jaser, aller voir serrer des mains. Je pense que c'est pas mauvais dans une espèce d'époque de solitude là, où les gens sont un peu, tu sais, on est isolé chez soi, travaille sur Zoom. Je pense que ça vient comme casser quelque chose, là, tenir des événements en public, là. Oui, puis évidemment, il y a les thèmes comme tels qui sont très porteurs. Donc, on est très satisfait. C'était le premier événement Libre Média. Donc, que nous, on organisait. Moi, c'était pas la première conférence du genre à laquelle je participais, mais c'était la première conférence à laquelle je participais comme conférencier, mais aussi comme organisateur. Donc, on est très satisfait, évidemment, que ça a été complet. On a fait sold out en l'espace de 10 jours à peu près. Donc, la prochaine fois, il va falloir qu'il y ait 2 représentations. En fait, dans une salle de 150 personnes. En fait, je pense que c'est 143, là, puis on rajoute 7 places au comptoir en arrière. Bref, en tout cas, pour ceux qui connaissent la scène de Bourgneuf, ça ressemble à ça. Donc, oui, c'était ça le comble. Il restait quelques places parce que des gens, ça c'est toujours étonnant, qui achètent des billets mais qui finalement ne peuvent pas venir. Fait qu'il restait, c'était comme un salle comble moins 10 personnes qui à la dernière minute. En tout cas, pour donner le détail, n'ont pas pu venir, mais le propriétaire de la salle et tout nous a dit, normalement, quand on vendait les billets en 10 jours comme ça, il faut faire une 2e représentation, voire une 3e, on le saura. Mais là, le prof Caron, qui venait du Kazakhstan, avait un horaire limité. Donc, on a organisé ça aussi. Quand il m'a dit, bon, je reviens au Québec, il faut dire, on a eu peu de temps pour organiser ça. Puis, normalement, on aurait fait à Montréal. Prochaine fois, il va y avoir une date à Montréal, ça, c'est sûr. D'autres à Québec. Donc, oui, c'est le premier événement, je te dirais, d'une longue série. Je risque aussi de faire venir des gens de France. Évidemment, vous connaissez mes liens là, avec la France. Donc, on va faire venir des intellectuels français connus. Je ne sais pas exactement quand. On va commencer par c'est ça, prendre acte du premier événement. Là, mais bref, on va travailler déjà à d'autres tranquillement là, à l'automne, j'imagine. Puis oui, c'est le premier d'une longue série. Absolument. Écoute, ça a été, je pense, un bon succès. Puis les gens sont contents de se déplacer, même pour rencontrer des auteurs. Tu as rencontré toi, mais je pense quand même les gens, il faut apprécier le fait que Jean-François Caron est au Kazakhstan. C'est pas à tous les jours que vous allez le rencontrer, là. Oh oui, non. Puis les thèmes, c'est ça, la censure, évidemment. Nous, le thème englobant, c'était sur la peur, ce qui nous a permis d'aborder, évidemment, tout ce qui est là. La peur, l'éco-anxiété, la peur climatique, le sanitarisme, le risque zéro. Donc, ça, c'était la première partie qui se concentrait sur toute l'espèce d'anxiété ambiante qu'on peut voir. Là, ça va être le retour peut-être de la fermeture des écoles quand il fait chaud, le permettre de distribuer des thermomètres. En tout cas, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a dit, mais donc les gens, effectivement, puis moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens, oui, ont un appétit pour ce que tu appelles le présentiel, mais aussi pour des thèmes qui sont, somme toute, pas si légers que ça. Là. C'est-à-dire, c'était pas un concert rock lundi, c'était une conférence qui était assez sérieuse et les gens sont restés accrochés toute la conférence. Donc, tu sais, ça demande une bonne concentration.
Et à un moment donné, je me suis dit, là, on va perdre les gens parce que là, c'est un peu technique, tu sais, quand on abordait la question des BRICS puis la configuration du système international. Et non, les gens sont là pour ça. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein, les grands médias, les faits divers, les vaches égarées en Mauricie, tout ça, ça fait rigoler. Mais il y a des gens qui veulent en savoir plus et qui sont prêts à faire l'effort que ça prend pour doter des outils pour grandir puis analyser l'actualité avec plus de hauteur. Vous y contribuez aussi à votre façon dans un autre registre que Libre Média. Et donc, c'est vraiment la preuve que des gens qui veulent s'élever en société et en apprendre. C'est quand même très, très positif, là. Ouais, puis tu sais, je trouve que c'est quand même un bon pied de nez à des commentaires qu'on voit des fois de haters sur, puis même des fois des préjugés ambiants qui tournent sur l'idée que, les gens de droite, on serait tous un peu des imbéciles, qui parlent à des imbéciles, puis il n'y a personne qui a lu un livre, qui nous écoute, puis personne ne sait rien, personne ne fait rien. Je dis, OK, mais qui au Québec remplit des salles pour aller écouter quelqu'un qui va parler de la géopolitique russe? Des 20 dernières années, puis du comment Vladimir Poutine s'est positionné par rapport à Elstine dans sa relation aux États-Unis. Je pense que personne ne fait ça. Là. C'est ça la réalité. C'est essayer de remplir une salle aujourd'hui avec un espèce de conférencier de gauche. Vous avez intérêt à donner les billets parce que moi, je pense que c'est personne du livre, c'est ça. C'est des événements publics subventionnés. Sinon, exact, c'est ça. Puis je voyais des gens, évidemment, toujours des gens sur les réseaux sociaux auxquels je porte pas tout à fait attention, mais des fois, c'est comme ils apparaissent à l'écran. Là. Et les gens disent 150 personnes. Écoutez, vous, essayez de remplir une salle payante là, avec 150 personnes, peut-être 2 fois, 3 fois. Ben oui, c'est des commentaires qui viennent de personnes qui n'ont même pas 150 abonnés sur leur Facebook. C'est comme ça, la réalité. Exact. Il faut quand même garder la mesure des choses. Écoute, dans les derniers jours, dernières semaines, un des trucs qui a fait jaser pas mal, c'est l'espèce de délire aux îles de la Madeleine là, qui voulait charger 30$ à tout le monde pour rentrer sur l'île avec une espèce d'application, un code QR, tout ça. Puis j'ai bien aimé ce que vous avez fait à Libre Média. D'ailleurs, je l'ai repris dans une intervention aussi que j'ai faite cette semaine. Ce que tu as montré dans ton article que je vais faire apparaître à l'écran à l'instant, je l'ai ici. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Yann, oui, OK. Les îles de la Madeleine sur la voie de l'éco-socialisme. Et ce que tu as montré là-dedans, c'est qu'au-delà de l'histoire du code QR, il y avait bien d'autres choses qui se cachaient en arrière de ça dans un rapport qui s'appelle le Forum des partenaires des îles de la Madeleine. Donc, on peut consulter le document, là, ce que j'ai fait en long et en large dans la préparation d'une intervention. Et c'est tout à fait fascinant là, ce qu'on peut lire là-dedans. Tu le résumes bien dans l'article, mais dans le rapport qui fait, je pense, 31 pages, quelque chose comme ça, là, tout y est. Là, toutes les niaiseries que vous pouvez imaginer par rapport à l'écosocialisme, la décroissance. C'est pas juste le code QR, là, cette affaire. Non, c'est ça. On voit que il y a comme une évolution des mentalités, que le code QR, le projet de, effectivement, Passe Archipel, découle d'une ambiance idéologique, disons, ça ne fait pas de tomber du ciel. Là. Donc, il y a des gens, puis c'est très étonnant, là, le regroupement des organismes officiels des îles, qui s'appelle le Forum des îles, a fait des propositions. En fait, les acteurs qui constituent le forum ont fait des propositions à un événement en novembre 2023. Et il faut aller lire les genres de propositions, donc comme restreindre la possession individuelle, donc la propriété, des propositions comme restreindre l'accès à la propriété unifamiliale, donc aux maisons. Il y a toute une série de propositions, là, réduire l'individualisme, qui sont vraiment dans la mouvance, non seulement de la décroissance, mais carrément de l'éco-socialisme, qui est évidemment un mélange de socialisme et d'écologisme. C'est un courant qui existe dans le monde des idées. Donc, il y a comme une sorte, les îles de la Madeleine pourraient devenir une sorte de laboratoire à l'intérieur du Québec, enfin, si ça se concrétise, d'un genre de projet éco-socialiste. Donc, tu sais, ce qui est intéressant à relever, c'est qu'on ne parle pas d'une association militante à Montréal, là, sur le plateau, qui vise à micro-pucer les poubelles, etc. On est aux îles de la Madeleine. Donc, le courant idéologique, celui du contrôle, finalement, social au nom de l'environnement,
est en train de percer, même en région, dans les endroits. Enfin, on pense que les régions résistent au projet, évidemment, d'ingénierie sociale des villes, des grandes villes. C'est un classique que la gauche soit plus représentée dans les grandes villes. Quand on pense à la mairesse de Paris, la mairesse de Montréal, etc. Mais là, on se retrouve avec des projets utopistes qui sont en région, qui sont insulaires aussi, tu sais, je veux dire, on a vu pendant la pandémie qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils étaient en mode île, justement, on fait des affaires très louches. Puis évidemment, l'exemple qui ressort numéro 1, c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais. Il y a une pensée, on dirait, insulaire des fois. Oui. Quand tu es dans un milieu de même, tu te dis, écoute, on peut s'isoler complètement du monde à un endroit comme ça. Fait que les îles de la Madeleine, je pense que c'est assez évident qu'ils croient en la possibilité de s'isoler du monde. Et ça donne la possibilité à des autoritaires à ce moment-là de venir imposer leurs désirs assez facilement. Oui, carrément. Là, et puis je peux mettre à l'écran un exemple, là, parce que j'ai le rapport devant moi. Là, je vais vous le présenter. Là. Il y a toutes sortes de pépites assez particulières là-dedans. Là. On peut le faire apparaître à l'écran, Yann. Là. Donc, regardez ce qui est écrit dedans. Là. C'est à la page 30, vers la fin du rapport. Et c'est toujours fait comme ça. Là, on dit, voici à quoi il faut renoncer, voici des mesures d'adaptation, voici de l'innovation. Regardez ce qui est écrit. Là. Renonciation. Certaines libertés individuelles au profit du bien-être collectif. Aïe, aïe, man. Je ne sais pas si les gens comprennent là, qu'on est dans une espèce de forme d'ingénierie sociale qui ne dit pas trop son nom. Ça, c'est des red flags qui devraient être automatiques dans la tête de la plupart des gens qui ont une culture démocratique importante, qui ont une culture de libéralisme. Mais c'est ça qu'on a perdu au Québec. On a perdu cette culture-là de libéralisme qui nous permet, de savoir d'où on vient, pourquoi on est un pays riche, pourquoi on est dans le confort comme on est aujourd'hui. On ne réalise pas que ça vient du libéralisme économique. Puis, on ne réalise pas non plus que quand on entend les affaires de même, de faire passer la collectivité avant l'individu, c'est l'antithèse de tout ce qu'on vit comme confort aujourd'hui. Et ça devrait être des red flags. Mais la raison pourquoi ce n'est pas des red flags, c'est qu'il y a peut-être 3% de la population qui comprend ça. Oui. Puis donc, c'est très particulier. Il faut voir les propositions. Tu vois, tu parles du luxe, on parle de renoncer au luxe. Donc, encore une fois, c'est une question de définition. Qu'est-ce que renoncer? C'est quoi le luxe? C'est-à-dire, le luxe, est-ce que ça va avoir 2 autos pour un couple? Donc, vous comprenez que le luxe à Québec solidaire, c'est pas le luxe que vous retrouvez de la conception du luxe de personnalités riches et célèbres. Ben oui, puis si vous comparez l'Amérique du Nord à l'Europe ou à d'autres continents, c'est très relatif, la notion du luxe. Là. Si vous vivez en plein cœur de Paris, le luxe, ça peut peut-être signifier avoir un réfrigérateur d'une grosseur nord-américaine. Là. Ici, c'est un acquis pour tout le monde là, d'avoir un frigo à la maison. Là. Mais si vous vivez dans plein cœur de Londres ou de Paris, ben, la norme, c'est d'avoir des petits frigos là, dans lesquels nous, on met des canettes de bière. Donc, est-ce que renoncer, ça veut dire quoi renoncer au luxe? Je ne sais pas si les gens comprennent là, que c'est une notion extrêmement relative à l'espace, au développement, à la richesse, à la culture d'un lieu donné. Là. Bien sûr, oui. Puis bref, puis aussi, les Madelons ont des préoccupations légitimes, mais s'ils sont dérangés par un groupe là, très facilement identifiable comme la caste des Julie Snyder et des vedettes qui débarquent aux îles, qui ont des énormes maisons, il y a peut-être quelque chose aussi à ce niveau-là. Là, c'est pas clair. Ben, disons que la tendance éco-socialiste est très claire, mais quand on parle de s'attaquer aux propriétés unifamiliales. Est-ce que ça vise les énormes baraques de vedettes? Il y a quelque chose là-dedans qui nous échappe un peu. On n'est pas sur le terrain. Donc, peut-être que le dire clairement que vous êtes dérangé par un certain nombre de gens qui, selon vous, ne contribuent pas assez financièrement disons, à la, je ne vais pas dire la maintenance de l'île sur le plan écologique, là, mais à son entretien écologique ou à ce que sa protection. Parce qu'il y a des enjeux, évidemment, environnementaux. Puis bon, je ne sais pas comment fonctionne le système de drainage, puis tout ça de l'eau. Là. Donc, il y a effectivement vraiment un contexte qui est propre à l'île. Mais là, on est carrément devant un projet, c'est ça, éco-socialiste, une sorte d'utopie, l'île de Thomas More. Et c'est avalisé. En fait, c'est pas avalisé parce qu'on reste sur des suggestions qui n'ont pas été appliquées, du moins. Mais
tous les représentants des ministères québécois étaient là à cette fameuse rencontre-là. Donc, eux sont là, ils entendent ces suggestions-là. Comment ont-ils réagi? Donc, les ministères québécois de l'Environnement, Agriculture, Ressources naturelles, Transport, Enseignement. C'est très, très officiel. Les gens du député Joël Arsenault. C'est un laboratoire pour eux autres. Le fameux député à boîte à lunch, la députée fédérale, il y avait des gens aussi qui la représentaient, Mme Leboutier. Donc, comment ces gens-là ont reçu ces propositions, là, donc d'imposer des quotas d'eau d'électricité, diminuer l'individualisme, les déplacements sont sans doute en auto comme en avion, le luxe, le confort, la mentalité de propriétaire. Donc, tu sais, la mentalité de propriétaire. Ça, on l'entend souvent depuis l'augmentation des taux d'intérêt. C'est vraiment un progrès c'est vraiment un progrès d'adopter une mentalité de locataire, finalement. Ça doit être le progressisme, ça. Ben oui, on nous prépare vraiment à l'appauvrissement de la population, comme les fameux reportages là, sur les néo-amish dans le Journal de Montréal. Ça, c'est apparu soudainement, où le nouveau héros, c'était la personne qui avait un divan qui avait gardé depuis 50 ans. Là. J'avais vu ces fameux portraits de gens un peu, disons, des gens pas tout à fait... la glorification du village des valeurs. C'était spécial un peu après. Bon, le matérialisme... On vit dans une société aussi qui est très matérialiste. Il y a sûrement un entre-deux à atteindre. Mais je pense qu'on a comme l'impression qu'on nous prépare à notre appauvrissement, finalement, à travers ce genre de projet. Il fut une époque où est-ce que les gauchistes étaient dans la phase signalement de vertu. Donc, moi, je recycle bien. Regardez, j'ai fait une vidéo comment je recycle bien. Je bois mon pipi. Name it, OK? C'était freak, mais on était dans le signalement de vertu. Moi, tant que ça reste dans le signalement de vertu, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, je peux trouver que t'es fucking weird, mais ça t'appartient. C'est ta liberté d'agir comme ça. Mais là, on n'est plus dans le signalement de vertu. On est dans le militant vertueux qui veut changer le comportement des autres et qui, maintenant, occupe des postes dans nos sociétés. C'était dans les universités, mais là, ce n'est plus que dans les universités parce que là, les universités, ils ont formé des gens qui ont commencé à gravir les échelons dans la fonction publique québécoise, qui ont commencé à gravir les échelons dans le fonctionnariat municipal. Et on est même en train d'en élire, parce qu'on ne s'occupe pas de nos élections municipales, à des postes relativement importants, surtout au niveau des MRC ou des mairies. Puis là, ce que ça fait, c'est que là, cette mentalité complètement loufoque-là, est en train de nous être imposé, morceau par morceau, par des crétins. Par des crétins. Oui, mais... Puis, tu sais, Yann, Jérôme, il ne faut pas sous-estimer à quel point, à un moment donné, des idées loufoques, à force d'être répétées, même si c'est des mensonges ou même si c'est n'importe quoi, finissent par s'imposer un peu insidieusement, puis un jour, tu te réveilles un matin, puis c'est comme ça. Là. Au départ, les niaiseries de terre non cédée, puis l'écriture inclusive, c'était des trucs d'universitaires un peu exaltés, puis bon, un moment donné, ça sortait dans l'espace public, puis on disait « Ah ouais, une doctorante de l'UQAM écrit sur les terres non cédées ou fait la promotion de l'écriture inclusive. » Puis aujourd'hui, bien, vous regardez des tweets des politiciens, Parti libéral, puis c'est écrit en inclusif, puis vous recevez vous prenez un vol d'Air Canada, il y a une petite vidéo avant que ça commence qui vous dit que Air Canada acknowledge d'être sur des terres autochtones ancestrales qui ont été volées, puis tout ça. Donc, il ne faut jamais sous-estimer. On peut toujours regarder ça puis dire « Oh, mais c'est des idées fous, c'est marginal, tout ça. » Mais je veux dire, tu disais c'est pas appliqué. Mais justement, le simple fait que ce soit mentionné dans un document, que ce soit mis de l'avant, puis qu'il n'y ait pas personne qui fait, c'est que c'est inévitable que le chemin, s'il n'y a pas un changement de paradigme qui est fait. Mais il y a une influence, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de s'imposer malgré tout, ne serait-ce que dans les mentalités. Donc, déjà, c'est beaucoup les mentalités. Donc, le projet de Passe Archipel, forcément, il s'inscrit dans un contexte où on a préparé le terrain un peu graduellement aux îles et ailleurs pour amener ce genre d'idées-là. Et finalement, hop, ça passe. Évidemment, la pandémie, on le sait, a carrément accéléré là, le processus. C'est la pandémie qui a normalisé ce genre d'idées. On sait, ça rappelle le blocage des régions au temps de la COVID. En même temps, il y a une révolte de la population. Tu sais, quand on voit le conseil municipal être bondé de monde, de gens qui se révoltent un peu d'une manière polie, qui fait carrément... Je veux dire, c'est fréquent de voir qu'est-ce qu'ils essaient de faire, mais ce qui est encourageant, c'est de voir la fragilité qu'ils ont aussi. La facilité qu'on a à les faire reculer, moindrement qu'on fait notre job de citoyen. Ces gens-là sont vraiment fragiles. Là. Il va y avoir une certaine polarisation.
Donc, tu sais, ce qui est saine dans le sens où, bon, au moins, il y a un débat. On ne parle pas de la polarisation extrême là, comme aux États-Unis. Mais c'est des gens, évidemment, qui suivent le courant. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui s'opposent, on voit d'abord, ils veulent se protéger derrière des lois contre l'intimidation. Donc, dès qu'ils sentent qu'il y a une résistance, psychologiquement, ils s'effondrent, ou à peu près. Donc, tu vois que c'est des gens qui ont baigné dans le conformisme toute leur vie. Et dès qu'ils ont un peu d'adversité devant eux, peuvent céder. Donc, profitons en fait de la faiblesse, si on peut dire, de nos adversaires, parce que il faut le faire. C'est une question aussi de préservation du libéralisme. On est vraiment là en train de passer à un autre paradigme. Il reste l'infrastructure juridico-légale du libéralisme, mais les mentalités, est-ce qu'elles ont suivi, là, honnêtement, depuis la pandémie? Il y a une constitution, on parle beaucoup de constitution, tout ça, là. Mais on a l'impression quand même qu'au Canada, ce qui reste du libéralisme, c'est l'infrastructure. Mais dans les mentalités, on voit qu'on évolue vers quelque chose de plus autoritaire. Évidemment, un autoritarisme soft, mais quelque chose qui ne correspond pas au paradigme libéral mais c'est ça, des 30 dernières années. Ouais. Mais c'est ça le danger, je trouve, c'est de toujours... à chaque fois qu'on pointe du doigt des choses qui doivent être pointées du doigt, qui devraient être dénoncées de tout le monde, il y a toujours un peu cette tentation-là de se ramollir en disant « Ouais, mais c'est pas tout à fait ça. » Je veux dire, quand le maire Bruno Marchand a fait l'apologie de la Chine là, en disant que c'est extra, vous êtes chanceux ici, là, on vous consulte, là, mais il y a des places qui ne consultent pas le monde, puis ça va plus vite, puis ça leur permet de faire des changements. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on discute d'acceptabilité sociale pendant qu'en Chine, ils font des grandes réformes, puis tout ça. Normalement, là, quelqu'un qui dit comme ça devrait être forcé. Quelqu'un qui parle dans ces termes-là d'une société démocratique devrait se faire montrer la porte et dire regarde, toi, là, tu démissionnes, tu n'as pas d'affaires ici. Tu n'as aucun respect des valeurs démocratiques. Et au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une genre de ouais, mais il faut comprendre, ça a été pris hors de son contexte, puis c'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire. Puis, tu sais, on a très rapidement tendance à excuser et à pardonner, je dirais, ou à banaliser des propos autoritaires, des propos qui sont antidémocratiques. Puis, tu sais, c'est pas une question de cancel culture inversée, là, que je vous dis, mais il y a le droit de retrouver sa paire de couilles. Ben, c'est une question qu'à un moment donné, il y a des piliers qui sont importants dans notre société. Puis, tu sais, là, heureusement, ça a pas passé le test. Là, finalement, les îles de la Madeleine se sont rétractées, tout ça. Ouais, mais temporairement. Mais ils vont revenir. Là, ils vont revenir avec un truc, puis ils consultent des avocats, puis ouais, il y a des règles, des lois, mais comment on fait pour les contourner, pour que ce soit constitutionnel? Puis, ils vont finir probablement par dire, ben, si tu loues une chambre ou un Airbnb ça va être comme ça, là, ça va finir comme ça. Si tu loues une chambre d'hôtel aux îles de la Madeleine, ça va coûter 100$ de plus si tu ne viens pas des îles, puis ils vont te demander ton permis de conduire. Je me rappelle d'une photo de Gilles Laouillet sur son Twitter où est-ce qu'il montrait la pile de documents qu'il avait devant lui, qu'il avait signé. Il avait signé au-dessus de 2000 documents pour, à toute fin pratique, interdire Airbnb dans sa ville. Parce qu'il n'était pas capable de passer un règlement qui disait « J'interdis Airbnb à grandeur de la ville ». C'était anticonstitutionnel ou c'était pas permis par les lois québécoises actuelles. Donc, il a fait 2000 petits règlements très, très, très ciblés pour l'interdire. Fait que là, tu es là, tu te dis, ouais, on tabarnache. Si tu étais en train de signer 2000 feuilles de papier sacrément pour faire tes shit parce que tu pouvais pas le faire avec une seule feuille, c'est peut-être parce que c'est une crise d'idée de marde. Ouais. Après la mondialisation, le libre-échange, je peux vous dire, quand on signe des clauses de libre-échange entre États, ça ressemble à du 3 000 à 4 000 pages aussi. Ben oui, mais oui. Après ça, les gens n'ont plus aucun pouvoir. Fait que c'est sûr, il y a un sentiment aussi de dépossession, de perte de contrôle. Disons que ça joue à deux. Là, ouais. Donc, évidemment, la déréglementation, quand on regarde les Uber versus les taxis, là, ça a fait beaucoup dans plusieurs villes du monde. Ça a fait un clash. C'est sûr, du jour au lendemain, tu as une entreprise basée à Amsterdam qui débarque à Mexico et qui décide que la moitié des taxis n'aura plus à Mexico. Ben là, c'est sûr qu'il parle des réactions populaires qui s'expliquent. Donc, ça joue dans les deux sens, là, le juridico, je veux dire, la paperasse, puis... Mais il y a quelque chose, je trouve, dans le cas des îles qui... Ça s'impose aux gens. Le libre-échange, les gens n'ont pas décidé. Excuse-moi, Frank. Non, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a...
encore une fois, je pense qu'il y a un phénomène qu'on voit se déployer avec l'exemple des îles, puis on va passer à un autre sujet après, là. Mais je trouve que c'est important de le noter, c'est qu'il y a une tendance québécoise. Est-ce que ça s'explique par le fait qu'on n'est pas un pays puis qu'on surinvestit des trucs un peu insignifiants? Peut-être, je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je sais que c'est une idée que tu as mis de l'avant quelquefois, là. Mais on dirait qu'on est obnubilé toujours, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui devient dans l'actualité, de mettre notre visage dans la photo. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que ça, mais c'est, tu sais, dans le cas, par exemple, de la pandémie, ben, on était l'épicentre mondial, il fallait être les plus vaccinés au monde. Dans le cas des changements climatiques, on avait les plus gros feux de forêt au monde. On est toujours dans cette espèce d'idée-là. Et là, dans le cas des îles, et c'est de plus en plus vrai. J'ai lu un article hier dans Le Devoir qui parlait de la Disneylandisation de Charlevoix. Imaginez-vous donc qu'il y aurait du surtourisme à Charlevoix. Et il y en aurait aussi aux îles de la Madeleine. Mais les gens, je ne sais pas si vous réalisez, là, c'est absolument ridicule, là, cette idée-là. Ça, c'est réellement vouloir embarquer dans un trend mondial. Tu sais, les questions de surtourisme, savez-vous où ça a émergé? Ça a émergé dans des endroits comme Dubrovnik, par exemple en Croatie, qui, à cause de Game of Thrones, du jour au lendemain, c'est passé d'un endroit où des locaux allaient un peu en visite. C'est comme si demain matin, vous preniez Chicoutimi et vous en faisiez une capitale mondiale des destinations exotiques, là. Donc, évidemment, ça pose des questions sur l'hébergement, sur la restauration. Tu sais, tu peux être débordé, là. C'est vraiment ça qui s'est passé à Dubrovnik, là. Tu sais, c'est un endroit où personne n'allait, ou presque. Et du jour au lendemain, c'était rempli de gens qui voulaient voir le décor d'une série télévisée qui a un succès mondial. Et on essaie de nous faire croire que Québec, Charlevoix, les îles de la Madeleine seraient pris avec ce même phénomène-là. Là. Tu sais, dans le fond, on serait débordé de touristes là, un peu fous. Tourisme de masse, comme tourisme on a le tourisme de masse à Charlevoix. Je ne sais pas si vous réalisez. À Venise, en tout cas, peut-être l'été, encore là, les locaux ont besoin aussi d'une économie. C'est toujours ça aussi la question. Là, c'est-à-dire, mais au Mexique, par exemple, on sait qu'il y a eu beaucoup de télétravailleurs qui sont arrivés, se sont établis dans des quartiers prisés de plusieurs villes du Mexique. C'est sans doute vrai dans les stations balnéaires. Donc, ça fait monter les prix. Donc, là, les locaux, évidemment, est en réaction par rapport à ça, ce qu'on appelle évidemment la gentrification. Donc, il y a des gens qui sont, entre guillemets, expulsés de chez eux. En même temps, est-ce que l'économie du Mexique peut se permettre de ne pas accueillir cette entrée d'argent qui est importante? Donc, évidemment, ça joue à deux. La réponse, c'est non. Là. Le Mexique ne peut pas se passer vraiment de cette entrée d'argent. Même chose aux îles de la Madeleine. Je ne suis pas sûr que les galeries d'art de la baie Saint-Paul veulent se passer du tourisme de masse. Là. Ça m'étonnerait beaucoup. Les restaurants non plus. Les jeunes, quand il y a des restaurants, les moins jeunes, travaillent dans les quelques restaurants. Puis en passant à baie Saint-Paul, c'est à peu près la rue Cartier. Là, c'est vraiment se plaindre d'un problème, finalement, d'un heureux problème. Là. C'est-à-dire que vous allez dans. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits au monde qui sont complètement dévitalisés. Si vous vous promenez en Europe, vous allez dans certaines villes dans l'est de la Belgique, je veux dire, ils aimeraient ça en avoir des touristes. Là. Parce que tout le monde va aux mêmes endroits. Puis si vous allez en France, là, ben, il y a plein de gens qui aimeraient ça en avoir des Mont-Saint-Michel chez eux pour attirer des touristes parce que c'est dans un bled un peu perdu, puis il n'y en a pas de touristes là-bas, il n'y en a pas de vie économique, tout ça. C'est un peu capoté. Tu sais, si les îles de la Madeleine, malgré le fait que ça coûte extrêmement cher y aller, malgré le fait que le transport ne soit pas facile, attirent des touristes, moi, je ne vois pas trop pourquoi ils viennent s'en plaindre. Je comprends que ça peut poser des enjeux d'infrastructure, mais je veux dire, est-ce que vous aimeriez mieux que votre île soit isolée comme ça, personnelle? Je veux dire, ça va être une catastrophe économique. Oui, mais ils sont rendus à l'âge où la seule chose qui les motive pour le reste de leur vie, c'est de se bercer. Le principal problème, c'est ça. Les gens veulent se bercer sur leur perron. Ouais, le fameux chalet. Oui, société chalet, société hamac aussi. C'est mon prochain concept qui va suivre. Tu as parlé beaucoup du Mexique. Oui, vas-y. Ben, la Disneylandisation, après, je comprends aussi ce que ça veut dire. Dans le Vieux-Québec, on a un bon exemple, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de locaux qui habitent, finalement. Ça, c'est un risque, mais je ne pense pas qu'on était là du tout, ni à Baie-Saint-Paul, ni aux îles de la Madeleine. Ni dans le Vieux-Québec, Jérôme. Ben, au Vieux-Québec, il n'y a pas d'épicerie. C'est quand même un peu artificiel comme quartier.
Il y a des Mais il n'y a écoles. jamais vraiment eu de monde qui vivait là. C'est ça Ah l'affaire oui, aussi. ben oui. Écoute, des années 60-70, les bordels étaient là, puis tout ça. J'étais pas Ouais, né, là, pour en non, mais je profiter. comprends, mais je veux dire, le vieux Québec, les gens connaissent ça aujourd'hui comme un endroit charmant, mais quand vos grands-parents, s'ils sont encore en vie, pourront témoigner, c'était un peu une poubelle là, à l'époque, Oui, avant ben que ça c'est soit ça, mais restauré. on est passé d'un extrême à l'autre. Oui, On est c'est passé ça. d'un extrême où il y avait des bars malfamés et tout ça, des maisons de chambre, comme on appelle, qui sont devenues des maisons patrimoniales quand les péquistes les ont achetées pas cher pour les retaper et tout ça. Puis je dis les péquistes parce qu'il y a comme eu un vent nationaliste où on a dit là, il faut reprendre possession du patrimoine, de l'histoire. Donc, c'est né sous l'impulsion du mouvement nationaliste, tout ça. Donc là, on s'est dit, il faut revitaliser le Vieux-Québec parce qu'on vient de là, finalement. Là. Et donc, on est passé d'un extrême à l'autre. Donc, des maisons de chambre à des maisons qui valent très cher. Tu rénoves les fenêtres, ça te coûte 200 000 parce que ça te prend des fenêtres, évidemment, faites sur mesure en bas, tout ça d'époque. Tu vois, en Amérique latine, on n'a pas encore fait la transition. C'est au centre historique de Mexico, c'est dans les coins les plus trash la nuit. Alors que c'est des immeubles du 16e, des fois. 16, 17, c'est vraiment très vieux. Le Mexico, le centre historique est énorme. Donc, tu sais, souvent, on a vu dans le monde, on est passé d'un extrême à l'autre. Donc, un centre mal famé, trash, à vraiment un centre presque artificiel. Le Québec, moi, je le trouve un peu artificiel. Là. Je pense qu'il fera plus de... Le fait qu'il n'y ait pas d'épicerie, ça en dit beaucoup quand même. Évidemment, avec le stationnement, ils ne se sont pas aidés. Ils font quasiment exprès aussi. Ben oui. Je l'ai vu à Carthagène, au Colombie. Ça ressemblait un peu au Vieux-Québec. C'est-à-dire, tu as un périmètre. À l'extérieur de ce périmètre-là, intramuros, ben là, tu tombes évidemment dans autre chose. La vraie Colombie n'est pas au centre-ville, le centre historique de Carthagène. Vraiment pas. Donc là, tu as des gens avec des costumes presque. Des gens qui vont se promener sur des ânes. Alors qu'à côté, les gars conduisent des chars diesel, ça n'a aucun rapport finalement. Fait que ça, c'est un risque du tourisme, mais c'est pas un drame humain non plus, là, dans le sens où c'est un peu inévitable, mais je comprends qu'on parle de Disneylandisation, c'est quand un quartier historique finalement n'est plus organique, mais devient carrément, c'est ça, une sorte de décor finalement de cinéma. Fait que c'est un peu le risque. Mais en même temps, on a joué cette carte-là en Vieux-Québec. Vous savez, Place Royale, ça a été complètement reconstitué, vous savez, là. C'est un mythe, ce truc-là. Là. Les maisons, on les a bâties. Il faut regarder les photos. En face de l'église, c'était pas ces bâtiments-là. Donc, c'est une place qui a été artificiellement recréée. Pour dire, regardez, ça, c'était la Nouvelle-France, mais les bâtiments n'étaient pas en état du tout. Regardez les photos, c'est fascinant. En tout cas, bref, il y a plusieurs questions. Vous voyez que je m'intéresse beaucoup à l'urbanisme et tout ça. Non, mais c'est un sujet absolument intéressant. Mais ça reste quand même assez fascinant de voir comment on veut importer des... c'est la même chose avec l'éco-socialisme. Tu te dis, OK, bon, on prend des... On essaie d'importer des trucs qui se font dans des villes extrêmement densifiées comme Londres et Paris aux îles de la Madeleine. Je ne sais pas si les gens réalisent renoncer à la propriété privée aux îles de la Madeleine. C'est regarder une carte et regarder des images des îles de la Madeleine. C'est des maisons unifamiliales distancées énormément. Tu sais quoi, ils veulent remplacer ça par des HLM, des Khrouchtchevka. Moi, je suis Madelino, j'entends ça, je m'en vais. Là. Non, c'est vraiment... le degré de radicalité est phénoménal. Comme vous dites, c'est un drapeau rouge, puis c'est un indice très clair de quelque chose qui arrive. Là. Il faut en prendre acte. Absolument. Écoute, on parle beaucoup en ce moment évidemment des élections américaines parce que, c'est toujours, visiblement, ce sera un rematch entre Donald Trump et Joe Biden si, advenant le cas qu'aucun des deux décède d'ici le procès, parce qu'on a vu avec Yann les tables de mortalité, d'un point de vue uniquement statistique, il y a quand même un pourcentage de chances non négligeable qu'on se ramasse qu'il y en a un des deux invalide rendu le soir de l'élection ou de la campagne officielle. Donc, on parle beaucoup de ça dans les médias pour des raisons évidentes. On parle en ce moment un peu plus de ce qui se passe. Il y a les élections européennes qui ont quand même qui bougent pas mal. Il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de mouvements en Europe au niveau de la politique. Mais tu me disais, il y a de quoi qu'on ne parle pas beaucoup, puis c'est des élections historiques qu'il y a en ce moment là, au Mexique. Puis ce serait bien d'en parler. Puis je t'avoue que là-dessus, je te laisse développer parce que c'est vraiment pas je suis assez peu connaissant de la politique intérieure mexicaine, là, à part ce qui provient à nous des médias. Mais c'est quand même fascinant de voir que c'est un pays
immense, le Mexique. C'est un pays où les Québécois aiment aller en vacances, se prélasser. Mais en dehors de Cancun et Riviera-Maya, finalement, c'est un endroit que personne ne connaît. On ne connaît pas leur politique, on ne connaît pas le nom des provinces ou des États, je ne sais pas comment ils les appellent là-bas. On ne connaît pas le nom des politiciens, on ne connaît pas de personnalité connue, réellement influente qui vient de là, alors que c'est un pays, je veux dire, qui fait directement partie d'un accord commercial important, Canada, États-Unis, Mexique. Puis on ne connaît pas plus ça qu'on connaît le Bangladesh ou un pays d'Europe de l'Est un peu obscur. Là. Fait que je trouve ça intéressant d'en parler. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est une élection historique d'abord parce que ça va être la première fois qu'il y a une femme présidente qui va être élue. Donc, ça va être la première présidente du Mexique. C'est un pays quand même assez conservateur encore aujourd'hui, comme tous les pays non occidentaux. Finalement, on pense que nous, que le progrès, ça va de soi, entre guillemets, le progrès, le féminisme, tout ça. Mais on l'oublie souvent, mais on est très minoritaire quand même à l'échelle mondiale. L'Occident dans nos valeurs, féminisme, woke, transgenriste et tout ça. Remarque, ça commence à percer. Une élection donc très, très intéressante parce que c'est un très grand pays, le Mexique, avec une très, très grande politique, là, avec des personnages charismatiques, etc. On est loin là, de la petite politique à la Legault, puis des garagistes reconvertis en politiciens, tout ça. Là, on est vraiment devant quelque chose de fort. Au sens 127 millions de personnes quand même. Là. Oui, mais c'est ça. C'est grand comme la Russie, à peu près, le Mexique en population. Donc, les gens, évidemment, je répète souvent, une vision balnéaire du Mexique. Donc, on pense que le Mexique, c'est Punta Cana et Punta Cana, voyons, Puerto Vallarta, Punta Cana, c'est en République dominicaine. Vous voyez, moi-même. Regardez la croissance de population aussi, parce que c'est intéressant de parler de Russie puis de Canada. Russie, on parle de 119 millions en 1960, puis on est à 144 millions en 2022, donc très peu de croissance démographique. Le Canada, on part de 17 millions en 1960, puis on est à 38 millions. Mais le Mexique part carrément de 36 millions à 127 millions. Je veux dire, la croissance du Mexique depuis les années 60 est malade, là. Mm-hmm. Même qu'il y a des affaires à faire au Mexique. T'sais, nous, on a des petits marchés au Québec, en fait. C'est que notre population, c'est très limité. C'est pour ça qu'on n'a jamais tous les modèles d'auto, par exemple. Bon, je te donne un exemple. Les auditeurs s'intéressent peut-être au monde automobile, mais au Québec, au Canada, par exemple, on a peut-être la moitié des modèles Volkswagen. C'est un exemple que je donne parce que le marché est trop petit. Donc, Mexique, il n'y a pas de Peugeot, il n'y a pas de Renault, les compagnies européennes ne viennent pas toutes. Il y a ça, mais même les modèles, on a un nombre limité. La Polo, je pense à Volkswagen qui est assez populaire, qui est comme une sous-Golf. En tout cas, je ne suis pas un gars de char, là, mais c'est un petit marché, que ce soit au point de vue alimentaire, puis des très grandes distances aussi. Donc, à couvrir pour amener les produits. En tout cas, Yann, peut-être que tu as quelque chose à dire là-dessus. Là, tu es plus un homme d'affaires que moi. Quoique, bon, je suis avec Libre Média. Non, mais t'es droit dessus. Effectivement, c'est un marché, le Québec, qui, puis en plus, amène tout le volet linguistique aussi, avec les limitations au niveau de la loi 101, qui nous empêche d'avoir une diversité de produits dans d'autres sphères. Évidemment, pas au niveau des véhicules, mais dans d'autres types de produits. Les manufacturiers ils disent, ben là, tant qu'à traduire, je ne perdrai pas mon temps, je vais juste mettre un X à province. Oui, ça pose des questions. La population, la démographie, c'est toujours... Il faut y revenir souvent, ça explique bien les affaires. Donc, le Mexique est un énorme pays, un grand pays, la deuxième économie d'Amérique latine après le Brésil, malgré tout. Donc, c'est un pays qui n'est pas du tout négligeable, auquel, en tout cas, moi, c'est un pays intéressant. Pas que je cautionne, évidemment, les idéologies des candidates ou des candidats. C'est quoi les forces qui s'affrontent? Excuse-moi de te couper, mais juste pour mettre ça dans le... Tu as raison, il faut y aller tout de suite. Donc, l'élection oppose... Claudia Sheinbaum, qui est l'ex-maire de Mexico, comme l'était le président Andrés Manuel López Obrador, qui a été maire de Mexico. Être maire de Mexico, souvent, ça nous prépare à la présidence mexicaine. Donc, c'est comme ça nous prépare. Donc, c'est une sorte comme être maire de Londres au Royaume-Uni. Il y a comme un caractère initiatique à ça. Puis évidemment, les contacts. Puis Mexico, c'est une ville-État, donc de 25 millions. Donc, c'est le plus grand État du Mexique. La ville de Mexico est un État comme Washington, D.C. Mm-hmm. Donc, c'est très prestigieux faire ça. Donc, c'est Claudia Sheinbaum qui est la protégée du président sortant. Et là-bas, c'est des mandats de 6 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle un sextennat. Donc, AMLO, donc c'est un seul mandat par président. Donc, AMLO, lui, sort de là après un mandat hyper controversé.
Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on les connaît moins aussi, le fait qu'il n'y ait pas de réélection jamais? Non, je pense que juste par ignorance qu'on ne s'intéresse pas au Mexique, même malgré que ça reste en Amérique du Nord. Les États-Unis, par contre, s'intéressent au Mexique parce qu'ils ont affaire à. C'est un pays frontalier. Et pas juste ça. En fait, les États-Unis, ce que tu comprends aussi au niveau économique, ils ont joué sur le terrain de jeu de la mondialisation pendant plusieurs années. Donc, on exportait des jobs, on exportait on utilisait beaucoup les pays asiatiques, autrement dit, pour contrôler l'inflation, diminuer le coût des prix, l'augmentation de productivité au niveau du manufacturier. Puis, on l'a vu, là, les chaînes d'approvisionnement, finalement, c'est pas juste une question de gestion des coûts. Il y a des enjeux de sécurité liés à ça. Quand ces chaînes d'approvisionnement-là se fracturent, justement, ça crée des problèmes économiques qui sont gigantesques. Donc, on commence à revaloriser un peu, on commence à accepter un coût peut-être légèrement plus élevé dans la production de biens, mais avec des partenaires limitrophes ou dans une idéologie un peu plus semblable ou encore dans des situations de libre-échange. Donc, on est en train de voir un peu émerger au niveau économique une régionalisation de la mondialisation. Donc, oui, on va rester dans des contextes mondialisés. Donc, on va toujours essayer d'aller chercher le partenaire d'affaires qui est capable de produire un bien ou un service au plus faible coût. Mais on va prioriser un peu nos partenaires d'affaires amis, éventuellement. Oui, au Mexique, c'est ce qu'on appelle maintenant le nearshoring, c'est-à-dire on va délocaliser des entreprises américaines qui étaient en Chine pour les relocaliser au Mexique. Exactement. Pour des enjeux de sécurité, notamment Tesla. Donc, la nouvelle usine Tesla au niveau dans l'État près de Monterrey, dans le nord du Mexique, le Mexique américanisé, on peut dire, entre guillemets. Donc, c'est quel État, ça, déjà, avec Monterrey? Vous regarderez, là, c'est Nuevo León, creo. Donc, l'État de Nuevo León, qui va avoir une usine Tesla. Donc, on est effectivement, tout ce que tu décris est vrai, Yann. Oui, c'est ça, Nuevo León. Donc, je ne me suis pas encore rendu au bout, là, Frank. Donc, Claudia Sheinbaum, de gauche, contre Xochitl Gálvez, qui elle est la candidate de droite qui est à la tête d'une coalition qui réunit les deux partis traditionnels, institutionnels, le PRI, le PAN, qui sont comme le Parti libéral et le Parti conservateur, si vous voulez, réunis ensemble, contre Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, qui est le mouvement de régénération nationale. Et c'est très habile, ce Morena, qui est l'acronyme de ce mouvement de régénération. Parce que Morena, ça veut dire brune. Et la couleur, évidemment, de peau de 90% des Mexicains est brune. Donc, il y a comme une dimension raciale dans ça. C'est très habile, ces trucs-là. Donc, AMLO, lui, quand il a été élu il y a 6 ans, c'était le premier président là, à la tête de ce parti-là, qui est un nouveau parti, là, qui est un parti de gauche, évidemment dépeint comme d'extrême gauche par les grands médias. Et ce type-là, AMLO, c'est quelqu'un qui aspirait à faire entrer le Mexique dans ce qu'on appelle la 4e transformation. Donc, un projet hyper controversé qui est censé parachever tous les épisodes révolutionnaires du Mexique. Donc, c'est un projet qui est ultra ambitieux. Le gars ne se prend pas pour de la marde, là. Il pense qu'il va parachever les épisodes révolutionnaires du pays, la réforme, la révolution. Puis, le Mexique, c'est un pays qui a connu des révolutions. Puis pas juste des révolutions à Saint-Eustache comme les Patriotes, là, genre des révolutions. Le gars se prend pour Napoléon, là, carrément. Les Mexicains ont mis dehors les Français. Les Mexicains ont battu l'armée française au Mexique. Ils ont eu un empereur, un empereur qui venait comme d'Autriche, Maximilien, ils l'ont expulsé. Je pense qu'il a été exécuté. Donc, par exemple, les stations de métro à Mexico, c'est des noms qui rappellent des noms. Ça fait très français, finalement. C'est vraiment un pays qui a reçu un souffle révolutionnaire européen. Donc, les stations de métro à Mexico, c'est des noms de victoires, des batailles. On se croirait un peu dans le métro de Paris en version espagnole. Donc, puis il y a des grands arcs de triomphe, tout ça. On n'est pas. Les gens pensent que le Mexique, ça, c'est la plage, mais non, c'est un très grand pays révolutionnaire, tout ça. Là. Donc, bref. Moi, je pense que Claudia, je l'ai prédit, il fait longtemps. On est pas mal sûr que Claudia Sheinbaum va l'emporter. Donc, elle va poursuivre le règne de ce président de gauche, AMLO, qui est un ultra-populiste, qui est d'ailleurs un gars de gauche, mais qui embrassait des enfants durant la pandémie. C'est quelqu'un qui était de gauche, mais qui avait une politique sanitaire un peu à la Bolsonaro. Donc, c'est à Mexico, au Mexique, évidemment, la crise sanitaire, il n'y a pas eu beaucoup de règles. Il y en a eu beaucoup, mais très peu respectées. En tout cas, beaucoup moins qu'ici, mais
Les notions de gauche-droite, j'ai l'impression que c'est quand même à géométrie plus ou moins variable si on s'en va, si on change de cadre juridique. C'est-à-dire que même quand tu regardes en Europe, tu te dis, bon, OK, nous ici, on se fait dire, bon, Rassemblement national, parti d'extrême droite, OK, tu regardes ça, tu te dis, bon, économiquement, il y a des idées qui sont très à gauche, qui ressemblent un peu à ce que pourrait raconter Gabriel Nadeau-Dubois ici, là, la dénonciation de la mondialisation contre le libre-échange, tout ça. Les notions de gauche et de droite, ça peut être assez à géométrie variable. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on appelle la gauche au Mexique, ça n'aura pas grand-chose à voir avec Justin Trudeau. Là. Non, ben c'est la vieille gauche. En fait, c'est la vraie gauche, j'ai envie de dire. Celle qui est restée centrée sur des enjeux économiques. Donc, plus que ça. Mais là, avec Claudia, je pense qu'on va migrer vers une gauche plus occidentale que celle d'AMLO. AMLO, c'est vraiment un personnage. D'ailleurs, les gens ont peut-être vu, mais il y avait un rassemblement récemment à Oaxaca où AMLO est venu parler à des gouverneurs locaux. Et j'étais à l'extérieur, puis moi, je passais un peu par hasard. J'étais allé chercher le journal. Puis là, je voyais les moyens de sécurité qui étaient déployés, quasiment des tanks dans la rue, tout ça, avec des tireurs d'élite sur les toits. Puis, je suis resté. Puis, AMLO, en tout cas, il finit par passer. Puis, il m'a même béni. C'est vraiment un personnage. Puis, écoute, les gens crient quand ce gars-là sort de son char. Puis, c'est très téméraire. On est devant un phénomène politique, là, comme on n'en voit plus au Québec, là, des politiciens qui. On peut rapprocher bien des choses à AMLO. J'ai écrit plusieurs textes là-dessus, là, dans des revues comme Conflit, tout ça. Il y a un bilan très controversé, très mitigé. Il n'a pas vraiment réussi à enrayer la violence. L'économie du Mexique n'a pas vraiment cru non plus. Mais c'est un personnage hyper populiste qui plaît beaucoup aux Mexicains, évidemment pauvres. Donc, le gars se fait ramasser dans la presse mainstream puis attaque les grands médias chaque matin. Lui, il fait une conférence de presse chaque matin. Sa conférencia de Matutina qu'il appelle. Donc, c'est chaque matin, le gars parle devant 1 heure, devant un média ou peut-être plus d'1 heure. Puis c'est des orateurs, les latino-américains. Le gars, il s'étend. Il est un peu... C'est un spécial. Il attaque le New York Times. Le New York Times, c'est un torchon. Ça vaut pas de la merde, cette affaire-là. Le gars dit ça le matin. C'est vraiment un populiste incroyable. Au moins, il y a de l'action. Il s'amène de l'action. Fait que, en tout cas, bref. Excuse-moi de te couper, mais est-ce que ça, c'est culturel au Mexique, cette tradition-là un peu populiste, ou c'est plutôt un truc qui est un. Parce que les gens aiment ça, penser que finalement l'influence de Trump est partout sur Terre. Là. Parce que, c'est ce style-là, par exemple, au Canada, on nous dit, ouais, Poiliev qui remet qui critique les journalistes, ça c'est à cause de Trump, sans ça, ça n'aurait pas existé. Est-ce que ce style-là de populiste au Mexique là, qui insulte les journalistes ou qui est très, très populiste, finalement, c'est une influence. Est-ce que là-bas, on dit qu'il a importé le style américain, finalement, comme on dit ici, de manière. Il y a des comparaisons entre Trump et le président du Mexique, c'est paradoxal, parce que l'un serait à droite, l'autre serait à gauche. Donc, mais tu sais, on a senti, quand AMLO était à Washington, on a senti que les deux bonhommes s'entendaient assez bien. Donc, c'est deux protectionnistes, d'une certaine façon. Donc, le populisme peut transcender les clivages gauche-droite, mais je ne pense pas que les Mexicains ont eu besoin des Américains pour faire ça. L'Amérique latine, c'est une civilisation en soi. Puis, il va y avoir des populistes, ils n'ont pas besoin des Américains pour ça. Donc, on ne peut pas imputer à Trump tout ce qui existe comme genre de phénomène. Puis, le Mexique, tranquillement, pas vite, ça m'a surpris un peu les stats. Mais si tu regardes le taux de fécondité, ils ont eu leur baby boom. Beaucoup plus prononcé que nous autres de notre côté, d'où la hausse de la population, comme on a vu. 1960, là, des taux de fécondité autour de 6 et 7, c'est quand même énorme. C'est énorme. Les années 60, au Canada, on parlait de 3,8, 3,6 aux États-Unis. Ça a baissé rapidement. À la fin des années 70, c'est réglé au Canada puis aux États-Unis, des taux de fécondité tout près en bas de 2, en fait. Mais ça continue pendant longtemps au Mexique avec des taux en haut de 2,1. Et on vient tout juste de tomber en bas de 2,1 de leur côté. Donc, c'est un peu ce qu'on voit de plus dans les pays développés. Pratique, le Mexique, depuis environ 2016, a des tendances au niveau de la fécondité très, très occidentale, autrement dit. Oui, effectivement. Espérons quand même qu'ils vont se maintenir, mais c'est un pays où qui a bien des problèmes. C'est pas une île déserte non plus. Donc, il reçoit l'influence occidentale sur le wokisme, etc. Ça, c'est le grand paradoxe parce que, tu sais, toute la question trans, ils n'ont pas les moyens, en fait, de s'intéresser à ces questions-là, mais c'est une sorte de colonialisme idéologique.
Mais je soupçonne quand même la violence au Mexique d'être derrière quand même les taux de fécondité relativement bas. Ben, je suis d'accord avec toi parce que regarde Pas ça que ce soit le ici. féminisme tant que ça. Ça reste un pays très violent où les gens ont peur pour leurs enfants de manière générale. Ouais. Et puis regarde ce qui se passe avec l'espérance de vie. C'est rare, ce qu'on va voir là, c'est rare que vous allez voir ça. On a une espérance de vie qui est relativement stabilisée, qui est quand même basse à 74 ans, mais à partir de 2020, il y a une baisse et on tombe à 70 ans de moyenne. Puis tu sais, souvent, quand l'espérance de vie baisse, les gens ont tendance à penser, OK, ben justement, comme un peu tu as fait la pandémie. Mais la pandémie, rappelons la chose suivante, ça tuait des gens qui étaient vieux. Au Mexique, des obèses et des diabétiques. Oui, mais généralement, pour qu'on ait un changement drastique comme ça dans les taux de mortalité, il faut qu'il y ait des morts de gens très jeunes. Fait que ça, j'aurais tendance à lier ça un peu justement aux violences. Puis parce qu'on le voit, là, une bonne partie des migrants, ça vient beaucoup de la violence qu'on vit dans les cartels au niveau de l'Amérique du Sud. Tu nous en avais parlé un peu. Est-ce que le Mexique est touché aussi violemment, par exemple, la Colombie ou des trucs comme ça? Ben, le Mexique, c'est la Nouvelle-Colombie. C'est la route de la cocaïne. Ouais. Donc, la Colombie reste le producteur de cocaïne, mais les routes ne passent plus par la mer, ça passe par la terre, parce que les Américains ont bloqué les routes maritimes. Et maintenant, ça passe par le Mexique, donc par des camions, je sais pas. Donc, la route de la drogue, c'est le Mexique. Donc, ils ont hérité des problèmes de la Colombie. Mais c'est pas le producteur, par contre. La distinction est essentielle à faire. Donc, c'est un pays, tu sais, c'est ça, les expatriés canadiens ne le savent pas, mais c'est un pays hanté par la violence. Ben, ils le savent un peu, mais c'est sûr, quand on est dans un quartier, disons, sécurisé, privé, en bord de mer, on ne vit pas exactement comme les Mexicains. C'est un pays qui est très paradoxal. C'est-à-dire, en même temps, c'est un pays extrêmement agréable. Tu sais, Mexico est une ville extraordinaire, etc. Moi, j'étais en café terrasse, tout ça, avec mon ordinateur. Il y a beaucoup de... des femmes extraordinaires là-bas, tout ça. C'est quand même... c'est un caractère enchanteur. Là, c'est l'Amérique latine. C'est fort, l'Amérique latine. Là, c'est tout, très, très fort. Et là, vous avez en parallèle, effectivement, de la violence extrême, des gens qui disparaissent, beaucoup, beaucoup de gens qui disparaissent. On parle de 200 000 à 300 000 disparus à l'intérieur du pays. C'est énorme. Mais c'est paradoxal parce que moi, j'ai jamais vu même un crime être commis devant moi à Mexico. C'est-à-dire, mais on le sait en lisant la presse que partout, ils trouvent, par exemple, quelqu'un qui a enterré 30 personnes dans sa cour dans l'État de Mexico. C'est des affaires très communes là, qu'on entend évidemment beaucoup, beaucoup de disparitions de femmes. Et c'est dangereux là, quand même, les routes. Il vaut mieux prendre l'avion à l'intérieur que les autobus qui peuvent être interceptés par des militants d'extrême gauche ou... c'est des no man's land entre les États. Vaut mieux, moi, je préfère prendre l'avion à l'intérieur du Mexique. C'est un road trip. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé. Je trouve ça très téméraire. Là. Puis les Mexicains trouvent ça fou. Un blanc qui part avec son char faire le tour du Mexique, c'est bien pour raconter ça, là, mais vous ne savez pas combien de fois vous avez frôlé la mort sans le savoir. C'est sérieux. Mais ça, il y a une naïveté. Puis je pense qu'au Québec, c'est encore pire parce qu'on vit dans une société extrêmement sécuritaire et somme toute confortable, malgré que ça peut être étouffant à certains moments, comme on l'a dit plusieurs fois. Mais je veux dire, au Québec, vous pouvez louer une voiture, partir faire le tour des régions, puis je veux dire, à moins de chercher volontairement les problèmes ou d'être très malchanceux, votre vie n'est pas en péril. Moi aussi, je l'ai entendu, là, ce que tu dis là. Il y a même quelqu'un un moment donné qui m'avait raconté que son plan, c'était d'acheter une espèce de VR. Il allait partir du Québec, puis il allait se rendre jusqu'au sud du Mexique avec son VR. Là. Puis là, je me disais, OK, tu vas traverser le Mexique au complet, toi, ta femme, dans une espèce de véhicule motorisé qui pourrait tomber en panne au milieu d'un no man's land mexicain. Tu parles pas espagnol. Les gens, ils ont une espèce de... C'est un peu ce que ça revient au propos que vous avez discuté, toi, le prof Caron. C'est ça, là, on est dans un peu un exemple de témérité nourrie par une certaine naïveté qui consiste à penser que finalement, le Québec est le standard mondial de la sécurité, alors que, je veux dire, même vous allez dans à peu près n'importe quelle place en Europe, vous allez vous rendre compte que, OK, ouais, chez nous, c'est vraiment ronron, petit patapon, contrairement à ici. Là, je veux dire, vous roulez sur une autoroute en Belgique, il y a des motos qui vous coupent le chemin, qui roulent à sens inverse pratiquement. Donc, on n'est pas dans le même... Ici, c'est extrêmement, extrêmement sécuritaire. Les gens doivent s'en rendre compte. La 20 et la 40, c'est des routes de campagne. On le sait pas, là, mais
Déjà, C'est juste ça. 2 voies, c'est rare qu'on voit ça. Des autoroutes principales, 2 voies. C'est sûr que la population est relativement petite. Là. Exactement. Des routes, c'est une barre droite, puis bon. Enfin, ça roule, là, tu sais, mais. Oui. Mais peut-être en terminant. Frank, juste pour terminer sur l'élection, parce que bon, les gens veulent savoir. Bon, c'est Claudia Sheinbaum contre Xochitl Gálvez, qui, elle, représente la droite plus traditionnelle. C'est vraiment la candidate favorite, là, c'est vraiment Claudia Sheinbaum qui va probablement poursuivre le règne de AMLO, ce président controversé de gauche avec tous ses programmes sociaux, etc., sa militarisation du pays. Donc, il a lui accordé une grande place aux militaires. Ça m'agace. Par exemple, il a confié la construction du nouvel aéroport de Mexico aux militaires. Donc, il y a un côté un peu cubain, si on veut, le président du Mexique, même s'il ne peut pas se permettre de rompre les liens avec les États-Unis. Ça, c'est le côté un peu rassurant. C'est-à-dire que le Mexique ne pourra jamais rompre ses liens économiques avec les États-Unis à moins vraiment de faire une catastrophe économique incroyable. Donc, le fait que le Mexique soit à la frontière des États-Unis protège le Mexique vraiment des gouvernements socialistes extrêmes là, comme au Venezuela, etc. Donc, même si la prochaine présidente du Mexique est de gauche, puis j'ai pas de misère à le dire, moi je suis sûr que Claudia va être élue dimanche, là. Même si cette femme-là est très de gauche, je pense qu'il y a peu de chances que le Mexique sombre dans un autoritarisme comme celui du Venezuela, pour répondre à plusieurs gens qui me posent souvent la question. Ouais. Est-ce que tu penses, peut-être en terminant, qu'il peut y avoir un genre parce que je ne sais pas c'est quoi les sondages actuellement, ou si même s'il y en a de répartition de vote, mais est-ce que tu penses qu'on peut avoir un genre de, comment je dirais ça, un genre de surprise électorale du fait que, bon, on est dans un pays très conservateur, somme toute, quand même si c'est un parti de gauche qui domine. On est dans un pays, au niveau des valeurs, c'est quand même très conservateur. Est-ce qu'on peut avoir une espèce de surprise parce que, bon, il y a des gens qui, finalement, vont refuser de voter pour une femme, là? Il y a eu beaucoup ce narratif-là aux États-Unis là, où on disait que Hillary Clinton, finalement, bon, elle était favorite dans les sondages, tout ça, mais tu as l'espèce d'Amérique profonde qui n'était pas encore prêt ou qui voulait. Bon, il y a un côté victimaire là-dedans, mais je ne suis pas prêt à dire que ça n'existe pas du tout, là. Je pense que réellement, il y a vraiment des gens qui. Je veux dire, ils ont voté pour Biden contre Trump, mais ils n'ont pas voté pour Clinton parce qu'ils ne voulaient pas d'une femme comme présidente. Il ne faut pas se leurrer, je pense que ça existe. Là. C'est-tu 10 millions, 5 millions de personnes qui pensent comme ça? J'en ai aucune idée. Mais ça existe. Si ça existe aux États-Unis, ça doit exister au Mexique aussi. Oui, mais là, ces deux candidates sont des femmes, donc tu n'as pas. Il y a un homme. Donc là, ils n'ont pas le choix. Là. Pas vraiment le choix. Écoute, les surprises sont toujours possibles, surtout dans un pays d'Amérique latine où effectivement il peut y avoir de la corruption. Des fois, tu retrouves une tête dans une urne. Là. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des coins où le crime organisé va faire pression sur les gens pour aller voter du côté qui l'avantage. Donc, c'est pas totalement. J'écarte pas, je fais pas une prévision là. Non, je comprends. Comme celle là, qu'avait fait monsieur, l'analyste connu là, sur Trump là, à Radio-Canada, qui est très compétent par ailleurs. Donc, moi, je ne mets pas mon poste en jeu en disant que je pense que Claudia va l'emporter. Okay. Je pensais qu'il y avait plus que deux candidats. Je me disais, il y a peut-être un autre. Non, c'est vraiment les deux principales. Il y a un troisième. Puis finalement, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a perdu parce que c'est Claudia qui l'a emporté contre lui. On pensait qu'elle allait lancer son propre parti, mais finalement, elle ne l'a pas fait. Donc, Marcelo Ebrard. Donc, non, ça va jouer. C'est un duel féminin. Puis, en tout cas, si la tendance se maintient, Claudia va l'emporter à moins de revirements qui sont dus en partie peut-être à un backlash contre la 4e transformation. Donc, quel que soit l'issue. Les médias, en fait, tous les médias sont contre le parti de AMLO et de Claudia Sheinbaum. 90% des grands médias sont contre la gauche mexicaine. On voit quand même qu'il y a des intérêts oligarchiques aussi très forts. Puis, ça, je pense que c'est une des choses qui est particulière au Mexique. Il y a pendant un temps, l'homme le plus riche de la planète, c'était un Mexicain. Puis, je pense Carlos Slim, oui. Oui, exactement. C'est le contrôle des médias / communication qui est vraiment fort. Et qui est un ami du président aussi. Ça, c'est bizarre un peu. Exact. En tout cas, ça, c'est le bout à En tout cas, un proche, un gars qui s'entendait. Carlos Slim, c'est une immense fortune. Vous n'avez aucune idée comment le Mexique est différent démographiquement du Québec et du Canada? Parce que même moi, en voyant les stats, je m'en attendais, mais je suis quand même surpris. Qu'est-ce que tu pensais, Yann? Je savais qu'il était jeune.
Je veux dire, quand tu as des taux de fécondité des années 60, 70, 80 en haut de 4 et 5, tu sais que ça va être une population jeune, le résultat de ça. Mais ils sont vraiment jeunes. C'est l'âge médian. Ça veut dire 50% des gens ont en bas de cet âge-là. Pour les hommes, c'est 27 ans. Pour les femmes, c'est 29 ans. Donc, tu sais, quand que tu dis, c'est... Il y a matière à se rincer l'œil. Non, ouais, ils sont jeunes, ils sont vraiment jeunes. Structure par âge, 26% de la population en bas de 14 ans, 66% est en âge de travailler, c'est majeur. 65 ans et plus, seulement 7% de la population. Il n'y a pas de retraités au Mexique. Là. 7% de la population est en 65 ans et plus. Je veux dire, c'est pas le Québec. Là. C'est pas le Québec. Ça brasse. Frank, si tu as trouvé la Belgique chaotique, je t'invite quand même à aller faire un petit tour à Mexico quand je serai là. Oui, ça va me faire plaisir d'y aller. Je viendrai voir ça. On sortira dans les quartiers centraux, etc. Ouais. Mais moi, en plus, j'étais encore plus gringo que toi, ça va mal passer. Là, même, plus que moi, oui. Quand même, moi, j'ai le teint très pâle, en plus. Pas gringo aussi. Moi, c'est la langue qui me sauve, là, mais avant que j'ouvre la bouche, je suis quand même une cible. Là, on est repérable pas mal. On reste en minorité. Ouais. Le Mexico, c'est tellement grand que comme touriste, c'est pas comme Paris où tu as des attroupements de touristes. Là. Je pourrais peut-être faire comme Justin Trudeau et me déguiser. Peut-être ça passerait. Là. Qu'un sombrero, tout ça? Ou... Ouais, sombrero, je sais pas. Lui, peut-être utiliserait... peut-être qu'il se peinturerait la peau comme avec son blackface, mais non, c'est ça. Ben écoute, c'est super intéressant pour moi. Ça me donne le goût d'aller lire davantage tout ça parce que c'est quelque chose à laquelle j'avais jamais réfléchi comme tel. Mais c'est vrai qu'on est absolument ignorant de cet immense pays-là qui nous est... tu sais, on parle de la Russie plus que du Mexique, alors je veux dire, le Canada, la Russie, bon, c'est pas absolument évident, c'est quoi nos intérêts. Je comprends qu'il y a une guerre, tout ça, là, je suis pas complètement idiot. J'ai beaucoup de clients, honnêtement, qui travaillent dans des multinationales régionalisées. Là. Donc, ils ont des bureaux au Québec, ils ont des bureaux au Canada, mais ils vont avoir des bureaux aux États-Unis et au Mexique. N'oubliez pas l'ALENA, là. Exactement. Non, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de gens dans leur vie qui ont à dealer avec le Mexique. Et à mon avis, ce n'est que le commencement. Avec cette le Mexique, le destin des États-Unis est intimement lié à celui du Mexique. Tu ne peux pas oublier ça. Surtout dans un État comme le Texas. Ça, c'est ça le truc. Donc, si vous vous intéressez aux États-Unis, vous devez vous intéresser au moins un peu au Mexique. Sinon, il y a une variable complètement que vous échappez complètement. Absolument. Écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on suit à venir dans les prochains jours ou l'actualité de Libre Média, prochaine semaine, prochains jours? Est-ce qu'il y a un grand entretien qui est dans le four? Est-ce que qu'est-ce que tu invites les auditeurs à rester à l'affût pour les prochaines semaines, prochains jours? Bien, cet été, on poursuit sur notre lancée. Donc, toute notre série de reportages récemment, on a encore quelqu'un au Moyen-Orient dont on va publier le 5e texte. Donc, on a eu les gens qui s'intéressent à la Syrie, le Liban, tout ça, puis bon, Israël au travers. Allez lire les textes de notre envoyé spécial en Syrie et au Liban. Sinon, samedi, on va publier une grande entrevue avec Carl Zero, là, qui est un spécialiste des réseaux pédocriminels. Donc, on va essayer de distinguer un peu le mythe de la réalité. Donc, on sait que, bon, il y a des questions là, sur les réseaux sociaux, les gens parlent de pédosatanisme, bon, tout ça, on va essayer de voir si c'est vrai, finalement, à travers cette entrevue-là. Donc, ça, c'est quelqu'un de très connu en France. Ça risque de marcher beaucoup comme entrevue. Donc, on va aller tourner ça à Montréal. Puis... sinon, ben écoute, on a toute une série. Là, récemment, on a publié une grande entrevue avec Jocelyn Coulon là, qui a publié ses mémoires. Donc, pour ceux qui s'intéressent aussi au Canada sur la scène internationale ou qui constatent son déclin, allez voir l'entrevue. Mais sinon, cet été, on poursuit sur notre lancée, nos reportages, textes d'opinion, analyses, les entrevues avec des experts. Tout le temps, évidemment, toute la question à Taïwan, par exemple, on suit ça. Donc, puis il y en a un texte aussi intéressant sur Safia Nolin, qui est une chroniqueuse qui s'appelle Denis Langevin, sur tout le caractère, la victimisation, le woke. Je ne sais pas si tu peux juste le montrer, Frank. Le texte s'appelle... je me suis refusé de le lire, mais là, vu que c'est vous autres... Safia Nolin, je souffre, donc je suis. Un texte qui est savoureux sur toute la mouvance. Je souffre, donc je suis. C'est René Nolin, finalement. Ouais. Et je me suis amusé. Juste sélectionner les photos de Safia, c'est un exercice savoureux.
dangereux, là, ou disons, inquiétant. Là. Mais c'est un personnage assez intéressant. Regardez Safia qui a de l'air d'un peu d'un lutteur mexicain, finalement. Là. Ouais, c'est assez particulier, il faut le dire. La mode lutteur mexicain, écoute, c'est quasiment de l'appropriation culturelle, mais enfin. Ouais, c'est ça. Écoute, donc, on renvoie les gens au site. Allez, c'est bon. Ça, c'est juste Libre Média qui publie ce genre de texte-là, évidemment. Le devoir, parce que Safia, évidemment, imaginez-vous qu'elle sera la vedette d'une pièce de théâtre dans laquelle elle jouera son propre rôle. Donc, où on l'a confrontée aux commentaires haineux qu'elle a reçus sur les réseaux sociaux. C'est tellement triste et tragique. Donc, la pièce va s'intituler « Surveillé et puni ». Donc, une référence, évidemment, à Michel Foucault. Oui. Donc, j'aurais jamais pensé faire la pub d'une pièce de théâtre de Safia Nolin, Ayane et Frank. Maintenant, c'est quoi, en première partie? C'est-tu Madame Tartampion qui... Non, c'est le monologue du vagin. Catherine Dorion qui va venir... qui va venir jouer de la guitare avec une coupe à la Bernard Adamus. OK. On dirait que Catherine Dorion a la coupe de cheveux de Bernard Adamus. En fait, je trouve qu'elle ressemble à Joe Exotic, moi. Le gars Ils sont bien spéciaux, hein? On dirait qu'il y a comme un concours. C'est qui va être le plus laid demain? Alors, avant, on voulait être beau dans la vie. Là, c'est rendu que. Je suis sûr que on se demande si Catherine Dorion n'est pas un peu jalouse du look de Safia Nolin. On est rendu là quand même. Hein? Il y a une concurrence entre c'est qui va avoir l'air le plus BS finalement. Là. C'est bien spécial, enfin. Oui. C'est sage-parole, messieurs. Oui, c'est exactement. Donc, on est aux antipodes de l'esthétisme mexicain, disons ça comme ça. Sur ce, merci tout le monde d'avoir été là pour le podcast. Merci, Jérôme. Puis, OK.